très heureux de vous retrouver ce mercredi. Nous sommes donc mercredi le 9e jour du mois de juin 2021, deux dossiers sur la table de ce grand live sur votre chaîne. L'essor actuel de la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines n'est pas une fatalité, ce n'est pas une question, mais une affirmation, une déclaration. Vous suivrez l'invité. Tout à l'heure, c'est un chercheur. Il a aussi écrit un certain nombre de livres. Rufin Ntumba, il sera avec nous. Il vient de Lubumbashi et en séjour à Kinshasa. Nous avons réussi à l'avoir. Il vous fixera tout à l'heure dans son approche qui redonne de l'espoir. Et puis, la loi sur la commission électorale nationale indépendante. On parle justement de la proposition de loi organique qui a été votée à la Chambre basse et qui fait l'objet déjà de l'examen depuis ce matin au niveau de la Chambre haute. Qu'est-ce qui a concrètement changé? Nous tenterons d'épiloguer là-dessus avec Jean-Louis Nsala, certain technicien des questions électorales. Sans les grandes questions ou les grandes lignes de l'actualité, nous allons retrouver le tout premier invité tout à l'heure. Comme annoncé, Rufin Ntumba est avec nous sur ce plateau. Monsieur Ntumba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fabien. Vous êtes chercheur, principalement dans le domaine de questions économiques. Ah oui, questions économiques et sociales. Et vous êtes l'auteur de quelques publications, dont voilà un ouvrage intitulé « Un pays qui fâche ». Un pays qui fâche, un instant dans un sombre quotidien, et vous dites que ce pays qui fâche n'est rien d'autre que ce grand pays au cœur de l'Afrique. Il s'agit de la RDC, qui est une grande réserve des ressources stratégiques, convoitée partout dans le monde. Oui, on parle de caoutchouc jusqu'aujourd'hui, au coltan 9e, cobalt, voilà, même l'Arabie Saoudite voit les pays réserves pétrolières, nous en faisons partie, commencent à nous regarder autrement parce qu'on a justement plus de la moitié de ces réserves. Donc du cobalt, le pays a un sol très riche au regard de la géologie et de la minéralogie, surexploité à dépit des lustres. Ce pays s'inscrit en marge dans la liste des pays ressources pour moult économies mondiales, mais son peuple traîne dans la misère la plus sombre, voilà, une misère qui ne peut
dire son nom. Nous l'avons dit tout à l'heure, chaque jour, ce peuple meurt de faim, de manque criant du minimum vital et des soins médicaux de base. Mais cette situation n'est pas une fatalité. Nous réfléchissons pourquoi d'abord ce tableau, je ne dis pas noir, parce qu'on nous a appris à lire et à écrire sur un tableau noir. Alors je dis pourquoi ce tableau sombre alors que c'est une situation connue de tous. Pourquoi ces tableaux sombres? Je pense d'ailleurs que c'est un tableau de la conscience. Quand on arrive avant, on ne pouvait pas dépeindre ces tableaux si on n'arrivait pas à prendre d'abord au préalable conscience. Donc quelque part, les Congolais commencent à s'arrêter pour réfléchir, parce que cette année, nous allons célébrer 61 ans d'indépendance. Il y a quand même de quoi nous dire, 61 ans d'indépendance, mais que sommes-nous devenus? Qui sommes-nous devenus jusque-là? Plus de 60 donc 10 oui. décennies, jour pour jour. Jour pour jour. Alors si ça ne vous inquiète pas, d'ailleurs, si ça ne nous inquiétait pas, c'est bien bon, comme aujourd'hui nous avons pris la résolution, de nous inquiéter quand même par rapport à ce nombre d'années, alors que nous avions vu des nations accéder à l'indépendance après nous, mais qui ont pris quand même de l'avance, alors que la RDC 61 ans après ou 60 ans après, on semble toujours tourner en rond. Donc, il y avait de quoi nous arrêter et faire une rétrospection sur notre passé, connaître à quoi cela est dû, parce qu'il n'y a pas de changement. On dit qu'il n'y a pas de bon port pour celui qui ne sait pas où il va. Il y a de quoi que nous puissions demander, mais où allons-nous avec le Congo? Alors, à travers l'ouvrage, vous avez la possibilité de comprendre d'abord les vrais problèmes, parce qu'on ne doit pas seulement s'arrêter à constater, on doit analyser en profondeur nos problèmes, les causes de nos problèmes. Au-delà du constat malheureux, vous plantez un décor de l'espoir. Mais avant d'arriver à cet espoir, vous soutenez que cette défaillance dans l'exploitation et la redistribution des recettes a été considérée comme une malédiction pour son peuple qui ne peut vivre dans la paix à cause des exploitants étrangers qui sont prêts à tout. Prêts à tout, ils donnent armes, munitions, même des jeeps aux délinquants pourvu que les minerais sortent par des voies frauduleuses. Oui. Alors, la situation est connue de tous, mais comment parvenir à relever les défis? Parce qu'on soutient que ce n'est pas une fatalité, la situation peut un jour changer. Pas seulement que la situation peut un jour changer, il y a des gens qui ont dit que le Congo est à quelques années-lumière de son changement, mais je ne pense pas. Vous allez vous rendre compte qu'avec un peu de volonté, parce que le livre prend le temps d'abord de vous présenter les problèmes majeurs qui font que jusqu'à présent le Congo n'arrive pas à se développer. Et ces problèmes peuvent se résumer en trois. Je les résume en trois, c'est-à-dire il y a d'abord de l'inconscience. Vous allez vous rendre compte que l'inconscience a été à la base. Il y a l'incompétence, mais il y a aussi de l'impuissance ou de l'absence de volonté. Nous voulons reconstruire ces pays. Est-ce que l'absence de la volonté n'est pas la résultante justement de l'inconscience? C'est d'ailleurs pour ça que je présente cela sous forme pyramidale. Inconscience. L'inconscience engendre l'incompétence. Et l'incompétence peut causer de l'impuissance. Parce que vous vous retrouvez face à une situation, mais vous n'avez pas de capacité pour pouvoir la résoudre. Pourquoi vous parlez de l'incompétence? Or, le pays, alors que le pays aujourd'hui compte des milliers de professeurs à thèse, des millions et des millions des licenciés, des millions des gradués, des diplômés d'État, chaque mois à Kinshasa, à Longinaye, sur les portières des voitures, en train de siffler, il y a des établissements qui collent les grades académiques, apparemment, chaque mois. Alors, c'est une façon d'exagérer, vous comprenez pourquoi. Il faut d'abord vous provoquer. Pourquoi vous parlez de l'incompétence? Oui, de l'incompétence, oui. On a autant d'établissements. Aujourd'hui, la RDC compte plus d'universités qu'avant. Aujourd'hui, la RDC compte plus d'instituts supérieurs. Mais aujourd'hui, on doit quand même se poser la question, à quoi nous servent toutes ces institutions supérieures? Parce que le pays est dans le chaos ou le pays est dans le gouffre. C'est à peine que les pays tentent de s'en sortir du gouffre. Est-ce que vous posez le vrai problème en parlant de l'incompétence? Oh oui, en parlant de l'incompétence. Vous voyez, de l'incompétence, avec le nombre de nos diplômes, il est difficile d'accepter d'abord qu'on est inconscient. Il n'y a qu'à voir dans les milieux... Nous parlons de la compétence. De la compétence. Est-ce que vous posez le vrai problème? Est-ce que notre malheur
a pour cause principale, parmi les causes, est-ce qu'il y a le problème de manque de compétences? Oui, il y a un problème de manque d'incompétence. Il y a un problème, au fait, on est en déficit de compétences. Quand on dit en déficit de compétences, d'abord, premièrement, il faudra qu'on puisse spécifier. Je peux être compétent, mais si vous m'affectez ou si vous me donnez une fonction où j'ai pas, au fait, ou là où je ne suis pas apte, je ne pourrai jamais donner le meilleur de moi-même. Et là, c'est la mauvaise affectation des compétences. Et qui rendent une compétence invalide. Oui, alors à ce niveau-là, il n'y a pas incompétence, il y a plutôt mauvaise affectation des compétences, ce qui fait que la compétence devient moins performante. Je dirais les deux. Je dirais les deux. Pourquoi je dirais les deux? Parce qu'aujourd'hui, supposez, on ne va pas quand même dire qu'il y a eu seulement mauvaise affectation. On pense qu'il y a peut-être sur 100%, peut-être la mauvaise affectation était peut-être de 60%. Mais le 40%, quel est l'impact de ces 40 qui ont été affectés à des postes là où ils étaient compétents? Monsieur Fabien. Alors, on laisse l'incompétence, on aborde l'inconscience. L'inconscience, oui. Pourquoi mettre tout le monde dans le même sac quand il s'agit d'une race d'élite qui n'écoute que la voix de son ventre? Pourquoi mettre tous les Congolais dans le même sac? Pourquoi mettre tous les Congolais dans le même sac? Je pense qu'il y a l'inconscience, il y a l'incompétence et il y a l'absence de volonté. Je ne veux pas dire que tout le monde est inconscient, non. Loin de moi, cette affirmation. Mais seulement c'est que si le Congolais, s'il n'est pas dans cette catégorie appelée inconscience, il peut facilement se retrouver dans la catégorie appelée incompétence ou dans la classe, la catégorie appelée d'impuissant, ou des gens qui manquent l'absence de volonté, parce qu'on trouve aussi des gens qui sont conscients, qui ont la compétence, mais la volonté fait défaut. On dit toujours qui veut peut, mais quand on ne veut pas, les compétences ne peuvent pas servir, M. Fabien. Mais certains analystes estiment que le vrai problème ici, ce n'est ni la compétence, ce n'est ni le manque de volonté, ce n'est ni problème d'inconscience, c'est le problème d'éthique. L'éthique de la classe dirigeante. Manque d'éthique. Et la classe dirigeante est Quelle est votre réaction? Après tout, vous avez dit une analyse. Donc chacun, peut-être, on peut analyser les problèmes du Congo tout en prenant des angles différents. Mais je pense que j'ai pris soin d'analyser tout ça. Parce que quand je parle de la RDC, je ne parle pas de la RDC qui est de cette nation qui a accédé à l'indépendance en 1960. J'étais obligé de rentrer, de descendre un peu plus bas. Dans les années, dans le 15e siècle, 16e siècle, voir d'abord ce qu'a été le Congo avant la colonisation, avant l'esclavage. Vous voyez un peu. Et même quand vous parlez de manque de l'éthique, et l'absence de l'éthique, ça peut aussi facilement tomber aussi dans l'inconscience. Vous voyez, parce que quand j'assume certaines fonctions, je suis censé connaître au fait de la déontologie, connaître comment ça doit se passer. Si je ne me préoccupe pas, donc quelque part, l'inconscience pèse de son poids. Certains vont jusque plus loin pour pointer du doigt la famille, l'école, l'église, l'environnement, en parlant justement de l'éducation, l'échec de la famille, l'échec de l'école. Vous avez un commentaire? Oui, un commentaire par rapport à ça. Je pense que dans la destruction de la RDC, nous tous nous y avons participé d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui fait que même les parts des responsabilités sont partagées. L'éducation, vous savez que l'État peut corriger ces problèmes. Vous voyez? Donc ça veut dire que nous pouvons causer, nous sommes fauteurs de tout ce qui nous arrive. Mais seulement c'est que la participation, il y a des gens qui ont la plus grande responsabilité et d'autres une responsabilité qui semble être passable. Mais les gens qui veulent diriger, parce que j'ai dit quiconque a la volonté dirigerait mieux cette nation. C'est-à-dire les gens qui sont plus élevés ou les gens qui ont une parcelle de pouvoir peuvent nous faciliter la tâche. Je peux aujourd'hui prendre conscience, mais à moi seul, je ne peux pas tout faire. Parce qu'il faudra que l'État a quand même une part qui est plus grande que la part qui revient à la population. Loin des colonisateurs et de néocolonialistes, nous sommes chez nous, en empruntant l'expression devenue même le titre de l'ouvrage de Mabika Kalanda, la remise en question base de la décolonisation mentale. Vous l'avez déjà compulsé, le livre? Je pense une fois. Justement, loin de ce qu'on accuse, nous-mêmes, chez nous, faisons l'introspection
quand est-ce que les choses se sont dégradées? Quelle est la meilleure génération qui a fait l'exception lorsqu'on revisite l'histoire de ce pays? Quand on revisite l'histoire, quelle génération a fait la différence? Chaque génération, je prends d'abord la première génération, la génération de Lumumba et de Kasavubu. La génération des immatriculés. Et oui, quand je prends cette génération, ils avaient la volonté, mais il y a eu un problème d'impréparation. Je pense que si les quelques compétences que nous avions, nous pouvions les attribuer, nous pouvions les imputer à quelqu'un comme Lumumba, à quelqu'un comme Kasavubu, peut-être que les choses pouvaient marcher. Quand vous prenez les Marshall, c'est dans les années 70 à 75, c'est les 5 années qui ont incarné de l'espoir. Les gens se sont dit bientôt nous allons décoller, mais après l'année 75, tout s'est enfoncé et nous sommes descendus dans les enfers. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que petit à petit, la RDC continue à souffrir. Il souffre des maux dont la RDC souffre. Ce sont des maux qui remontent depuis les années 75, 78 ou 77. Mais je pense qu'avec la volonté, il suffit juste de prendre conscience aujourd'hui parce que ce sont aussi de nous plaindre, oh, tout ça, c'est à cause de tel, c'est à cause de tel. Non, dès l'instant où nous prenons conscience, nous pouvons répartir cette fois-ci sur un bon pied. Alors, cette prise de conscience, individuelle ou collective? Individuelle d'abord, puis collective. Mais pour qu'elle soit collective, il faudra qu'il y ait des leaders d'opinion. Moi, je veux que des leaders d'opinion puissent se servir correctement de leur leadership. Vous voyez? Donc, pour les quelques personnes qui semblent comprendre le problème, c'est à eux de divulguer. Voilà pourquoi quand j'arrive sur place, je prends soin d'entrer en contact, surtout avec plus les décideurs. Parce que vous voyez, quand un décideur prend la résolution de voir cette nation se redresser, il peut quand même faire quelque chose, puisqu'il a le pouvoir. Le peuple a donné le pouvoir. En parlant de cette situation, ne disons pas qu'ailleurs, il y a des anges, et chez nous, il y a des moins anges. Partout, oui, il y a les mauvais tout comme les bons. Oui. Partout, il y a même, dans la société occidentale, il y a pire sur le plan moral et de l'éthique, au-delà de ce qu'on nous fait consommer par leurs médias, cette histoire de la perversion, cette histoire des valeurs, anti-valeurs nommées valeurs, ce qu'on nous fait avaler par moment, le mariage homosexuel et autres anti-valeurs, transgenres, ainsi de suite. Mais nous revenons chez nous pour dire que tout n'est pas que sombre. Il y a des gens qui cultivent des valeurs. Mais comment peut-on faire en sorte que les choses changent et qui doit le faire? Des philosophes? Qui doit le des faire? Éducateurs? Des politiques? Des chercheurs comme vous? Qui doit le faire? Bon. Qui doit nous donner le temps? Quand nous essayons de nous référer aux quelques nations qui ont eu à marquer leur temps, par exemple les États-Unis, l'Inde ou quelques pays, vous allez toujours vous rendre compte qu'il y a eu quand même des gens qu'on appelait des pères fondateurs, qui sont différents, à ne pas confondre avec les pères de l'indépendance comme chez nous. Dans la RDC, par exemple, les États-Unis, on va vous parler des gens comme Benjamin Franklin, qui est sur les billets de $100, il n'a jamais été président. Quand on vous parle de l'Inde, on parle de qui on ne parlera jamais de l'Inde sans parler de qui? De Gandhi. On ne parlera jamais de l'Afrique du Sud sans parler de Nelson Mandela. Donc, quelque part, il faudra toujours quelqu'un qui va se décider comme pionnier du changement. Je ne dis pas assurer, au fait, avoir la plus grande fonction. Non. Quelqu'un qui doit se décider. Par exemple, à travers l'ouvrage, j'ai pris soin de présenter des pistes de solutions. Donc, aujourd'hui, M. Fabien, vous faites face à un porteur des solutions. Je suis un citoyen solution pour sa nation. C'est par là que je prends soin. Plutôt que de me plaindre, je prends soin d'apporter des décisions, d'apporter des pistes de solutions à ceux qui ont le pouvoir. Et c'est le moment maintenant de pouvoir étaler ces solutions. Ça peut éclairer ceux qui nous suivent, les Congolais. Comment faire en sorte que les choses changent? Les résultats de vos recherches en résumé. Oui, en résumé. D'ailleurs, je vais juste développer une seule piste de solution. Et cette piste de solution, c'est qu'aujourd'hui, l'État congolais est appelé à revoir son administration. Ça, c'est un élément capital. Revoir l'administration. L'administration, je parle d'abord de l'administration. Et quand je parle de l'administration, je parle plus de l'administration publique. Vous voyez, avec les enjeux de l'heure, c'est compliqué avec notre administration que nous puissions aller de l'avant. Pourquoi? Parce que quand vous passez dans les services de l'État, vous-même vous réalisez que notre administration, elle est vieille. Elle est lourde. Elle est d'ailleurs loin même des nouvelles technologies parce qu'on ne sait pas les appliquer à bon escient. Pourquoi? Parce que oui, ça c'est un aspect. C'est un aspect. On peut digitaliser en moins de temps.
Mais on peut digitaliser, mais lorsque la tête qui digitalise, elle-même n'a pas suivi la vraie reconversion du mental, c'est compliqué. Ça peut faciliter la tâche. Je prends un exemple. Quand je disais la volonté, je parle plus de la volonté, c'est par rapport à ceux qui ont le pouvoir. Quand je dis qui ont le pouvoir, parce qu'il faudra prendre ses risques. Quand je dis l'administration la rendre souple, c'est aussi revoir aussi ses animateurs. Aujourd'hui, il doit y avoir de la méritocratie, parce que vous allez vous rendre compte que l'administration publique congolaise, c'est une administration qui est politique. Donc, elle n'est pas politique. C'est-à-dire, quand celui qui dirige est des X, petit à petit, l'administration publique sera colorée des X. Vous voyez un peu? Et quand ça change, vous voyez un peu? Et avec tout ça, aujourd'hui, la méritocratie doit primer au niveau de l'administration publique. Je vois, vous voyez, quand on parle de l'embouteillage, quand on parle de tout ce que nous pouvons observer comme phénomène, si l'administration publique congolaise fonctionnait correctement, ça pouvait résoudre beaucoup de choses. Ça, c'est ce que vous proposez au niveau de l'administration. Ça, c'est au niveau de l'autre piste. Là, c'est au niveau de l'administration publique. Et à part au niveau de l'administration publique, d'abord, le premier point serait de définir une vision à long terme. On a eu 4 à 5 régimes qui se sont succédés et vous allez vous rendre compte que chaque régime vient avec son projet de société. Et des projets de société qui ne sont jamais cohérents. Pourquoi cohérents? Parce que dans les livres, je pose la question, c'est quoi les défis au fait du Congo? Parce que je suis perdu par des projets de société de tel ou tel autre régime. Je me pose la question, mais c'est quoi les défis? Parce que quand les uns viennent, ils disent, oh, on vient pour construire les pays. Quand les autres passent, ils disent, on vient pour reconstruire. Mais je me pose la question, les défis du Congo, est-ce de les construire ou de les reconstruire? Non. Quand on parle du Congo, on n'oublie jamais de parler du Congo sans parler de son paradoxe. Un pays qui est qui est potentiellement riche, mais dont le peuple est extrêmement pauvre. On a besoin d'un régime qui est capable de renverser la vapeur, de renverser cette tendance, qu'aujourd'hui, que le Congolais puisse être capable de jouir de ce qu'ils ont comme richesse. J'ai dit, on a du cuivre, est-ce qu'on en profite? On a de l'eau, je suis à Kinshasa. Quelques jours que j'ai passé à Kinshasa, je me rends compte que même Kinshasa a un problème de courant, alors que le fleuve Congo n'est pas loin. Le Kinshasa a un problème d'eau, alors que le fleuve d'eau n'est pas loin. Les Kinois vivent ils vivent en permanence avec les décideurs, mais les Kinois vivent dans quelles conditions? Donc, aujourd'hui, c'est un élément important d'abord de définir la vision. Comme je l'ai dit au départ, il n'y a pas de bon port pour celui qui ne sait pas où il va. Définissons clairement une vision à long terme. Quand je dis une vision à long terme, le maréchal disait, après moi, ce sera les déluges. C'est pour dire qu'en réalité, une vision à long terme n'a jamais existé. On doit d'abord, premièrement, avoir une vision à long terme et imprégner. Donc, ceux qui nous dirigent doivent nous communiquer une vision à long terme et que chaque Congolais doit pouvoir se conformer par rapport à ça. Et mettez des structures pour accompagner. Et je prends un exemple, juste une petite lecture. Je me dis, quand on vient, ne considérons pas le Congolais comme pour un enfant, pour un bébé qui ne peut que recevoir. Il a aussi quelque chose à donner. Comment on espère développer ces pays alors que 90% ou 80% sont dans le chômage? Non, c'est une main-d'œuvre qui chôme. C'est par là, monsieur Fabien, je suis venu avec des pistes de solutions et je peux même vous dire que je suis capable, en fait, j'ai un plan qui est capable d'absorber le chômage à 50%. Lequel? Et quand je dis à 50%, lequel? Tout en tenant compte, oui. Quand je dis tout en tenant compte des réalités actuelles de la République démocratique du Congo. Quel est ce plan? Oui, quel est ce plan? C'est que dans l'agriculture, c'est bien bon de chanter qu'on a 80 millions de terres arables. Hier, on me parlait déjà des 120, on parlait de 120 millions. On peut aujourd'hui mettre en valeur le sol. Je ne vois pas un développement à long terme de la République démocratique du Congo si on ne met pas en valeur le sol. Quelle culture? Si on ne veut pas, oui. D'abord, au départ, je ne sais pas parler. Au départ, on ne peut pas préconiser la culture industrielle. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un problème de moyens qui va se poser. On peut commencer là où tout le monde a commencé. Et toutes les autres nations ont commencé d'abord par la culture artisanale. Vous voyez? Ça peut nous prendre 1 an dans l'artisanal. La deuxième année, on va migrer vers l'agriculture semi-industrielle, puis finir par l'agriculture industrielle. Mais quand je parle d'abord par rapport au secteur du transport, l'État est capable de se faire juste en simplifiant, donc en créant des taxes uniques, parce que c'est plus, j'ai encouragé l'État à créer des taxes uniques. Aujourd'hui, on a beaucoup de taxes. Il y a une surtaxation, on doit payer pour ceci, on doit payer pour cela, et des taxes que l'État n'arrive même pas à percevoir correctement. Aujourd'hui, l'État doit simplifier. Plus l'État va simplifier les taxes, ça va faciliter la tâche à plusieurs de se conformer. Pourquoi? Parce qu'ailleurs,
il y a des taxes, on vous définit une taxe qui est passable et on vous définit aussi la pénalité. Par exemple, vous avez une taxe de 10 $ que vous devez payer, mais au cas où vous ne la payez pas, vous avez 100 $ à payer. D'office, vous allez vous-même vous conformer. Ça ne vous demande pas là d'avoir la volonté. Seulement, c'est que la petite conscience va vous dire que non, ne prenez pas les risques de les dépenser. Vous parlez de l'agriculture comme socle du développement. Comme socle. Pourquoi l'agriculture? On a les mines. L'expérience Bukanga-Lonzo, une expérience de triste mémoire. Oui, une expérience de triste mémoire. Pourquoi passer? Il y a quelque chose. C'est bien bon de lancer certains projets, mais on doit faire le suivi. Surtout chez nous, ce qui pose problème, c'est que le suivi intervient en retard, M. Fabien. Vous voyez? Le suivi intervient en retard. Et surtout pour la RDC, je préconise qu'on doit avoir des projets qui sont à court terme. Vous voyez un peu, M. Fabien? Pourquoi à court terme? Parce qu'à long terme, on n'a pas cette expérience-là, d'avoir des projets à réaliser pendant 15 ans. Non. Commençons par le court terme. Notre petite expérience dans le court terme nous aidera à avoir des projets à moyen terme et des projets à long terme. Donc, on doit fragmenter tous les projets à long terme. Vous êtes économiste ruraliste? Pas ruraliste. Moi, mon économie est plus focalisée sur le social et je me rends compte qu'avec l'agriculture, non seulement que l'État arrivera à se faire de l'argent, mais l'État arrivera d'abord à résoudre le problème de la famine. Parce qu'on exploite le cuivre. Mais que profitons-nous du cuivre? Rien. Commençons par l'agriculture parce que ça a un impact. On n'est même pas dans la vision de l'après-cuivre, l'après-cobalt. De l'après-cuivre, les gisements vont s'épuiser. Je me pose toujours la question, je me dis toujours, on sera malheureux quand tous ces gisements seront épuisés. Il est temps qu'aujourd'hui que nous puissions changer, que nous puissions axer notre budget, donc que nous puissions, que les recettes, que notre budget soit à grande partie financé par d'autres ressources que des ressources minières. Ce n'est pas intéressant de dépendre toujours des ressources minières. Vous voyez d'ailleurs le cours des métaux, ça nous perturbe parfois, ça plonge parfois l'économie dans le chaos. Oui, mais et jusqu'à quand nous allons... Les manipulateurs nous imposent les prix. Vous connaissez ce qui se passe dans les bourses. C'est par là, par rapport à ça, par rapport à l'économie, j'ai plus encouragé que l'État doit introvertir son économie. Nous avons une économie qui est tournée vers l'extérieur. Le mal avec une économie tournée vers l'extérieur pour des pays fragiles, c'est que ça profite aux autres, ça profite aux grandes puissances. Pourquoi? Parce que c'est les autres qui nous imposent les prix. Il arrive parfois que certaines nations nous imposent des prix, même sur des produits qui ne sont pas les leurs. Vous voyez un peu? Et voilà. Rufin Toumba, je vous remercie pour ceux qui veulent bien approfondir ces idées. Ils peuvent parcourir votre dernier ouvrage intitulé Un pays qui fâche. Un instant dans un sombre quotidien. J'ai signé tout à l'heure que vous êtes chercheur et auteur d'un ouvrage. Vous dites, vous soutenez que quiconque a la volonté dirigerait mieux ce pays, mais la bonne volonté seule ne suffit pas. Et moi, j'ajoute, on a beaucoup d'exemples ailleurs, même chez nous, qui démontrent que la bonne volonté seule ne suffit pas. Il y a des paramètres qui vont au-delà de la bonne volonté. Je vais revenir, M. Fabien. La volonté, j'ai parlé des compétences. Donc, on résout l'incompétence par des compétences. Donc, la volonté, elle est le point de départ. Vous n'êtes pas peintre, mais quand vous voulez voir votre maison coquette, la volonté va vous amener à choisir des bons, des bons peintres. C'est par là que je dis, avec la volonté, on arrivera à choisir des animateurs qu'il nous faut. Merci beaucoup, Rufin Toumba. Je crois que durant votre séjour à Kinshasa, on pourra peut-être épiloguer encore sur le domaine qui est le vôtre. Merci d'être venu, d'avoir partagé avec nous ce sujet. Mais ça redonne de l'espoir. Le sort actuel du Congo-Kinshasa n'est pas une fatalité. Non. Nous le croyons et nous le disons souvent. Et vous partagez cette confession avec nous. Oh oui, surtout de manière beaucoup plus pratique. Donc, on a des pistes de solutions qui vont sortir ces pays du gouffre et les placer sur la voie de son développement durable. Très bonne soirée. Merci. Dans quelques instants, nous changeons de sujet, d'invité. En salle, Jean-Louis. Avec nous tout à l'heure, nous allons au Parlement pour voir ce qui a réellement changé dans la loi organique de la CENI.